Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle interview. C'est une interview qui est tirée d'un épisode de podcast qui était filmé, donc c'est pour ça que vous l'avez maintenant sur YouTube. Je vous l'avais dit dans la première interview que j'avais mis en ligne sur YouTube, en fait ces interviews filmées que je poste donc ici arrivent un mois après l'arrivée de l'épisode sur les différentes plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. C'est pour laisser en fait sa chance au podcast d'émerger un petit peu. Donc aujourd'hui, je reçois Jeanne d'Avril, éditrice freelance pour la bande dessinée, et elle va vous donner plusieurs astuces sur comment bien ficeler votre dossier pour envoyer vos projets de bande dessinée aux différentes maisons d'édition. Elle a un regard assez affûté sur la question, donc n'hésitez pas à suivre cet épisode. Je vous souhaite un bon visionnage, et si vous écrivez un projet de bande dessinée, n'hésitez pas, en description, gratuitement, je vous partage mon template de scénario de bande dessinée. C'est un fichier qui est tout fait, en fait même, il y en a deux, puisqu'il y a deux manières d'écrire les scénarios, une manière plus manuscrite et une manière plus visuelle, et bien sûr, je vous donne les deux, et vous allez voir, c'est tout fait, vous prenez cette trame qui est déjà faite, et vous mettez à l'intérieur, case par case, qu'est-ce qui se passe vous dans votre histoire, vos dialogues, etc. Et c'est ce fichier qui va servir à communiquer votre histoire à votre dessinateur ou à votre dessinatrice. Voilà, c'est gratuit, c'est dans la description, n'hésitez surtout pas. On se retrouve nous donc pour l'interview. Bon visionnage. Bonjour à toutes et tous, et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de La Quête de l'auteur. Aujourd'hui, nous accueillons Jeanne d'Avril, éditrice freelance spécialisée en bande dessinée. Donc bonjour Jeanne. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jeanne, tu es éditrice freelance en bande dessinée, c'est-à-dire que tu proposes tes services aux maisons d'édition, mais surtout tu accompagnes aussi les auteurs et les autrices dans la création de leur bande dessinée et dans leur démarche ensuite pour les publier. Est-ce que c'est ça ? Oui, tout à fait. Bon, c'est ça va, ouais. Ça va, j'avais bien relu. En tout cas, moi je t'ai connue sur Instagram où tu partages ton quotidien d'éditrice, des informations sur le monde de l'édition, mais ça s'arrête pas là puisque malgré cet emploi du temps qui est déjà bien chargé, tu es également éditrice pour la revue Comet, si je me trompe pas, une revue de création qui met en avant donc les jeunes auteurs en leur proposant de réaliser divers bandes dessinées sur un thème qui doit être commun à chaque numéro. Et si je me suis pas trompée, le prochain numéro, je crois que c'est sur la nature, non ? Oui, c'est ça, en janvier. Et tu travailles aussi, puisque ça ne se suffit pas, sur un autre magazine. Là, j'espère que je le prononce bien, qu'est-ce que je raconte. Nemu Mag, c'est ça ? Alors, on dit Nemu, mais ouais, c'est ça. Nemu, d'accord. Ouais. Nemu Mag. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, Nemu ? Alors, en fait, ça veut dire storyboard en japonais. Donc, l'idée, c'était de... comme on veut travailler, en fait, vraiment sur la création avec les auteurs, on trouvait ça bien, voilà, d'avoir ce nom-là. Écoute, je ne savais pas. Donc, c'est un magazine, lui, qui est trimestriel et qui soutient aussi donc, la nouvelle génération d'artistes de bande dessinée. Donc, est-ce que cette présentation te va ? Est-ce que tu désires ajouter des choses que forcément... J'en ai omis. Non, c'est tout à fait ça. Ouais, je travaille donc, sur ces deux magazines et après, avec des auteurs directement. Et après, aussi, je peux rajouter que je fais aussi un peu de travail de maquette en plus. Voilà. D'accord. Du travail de maquette sur ces magazines Alors, pas sur ces magazines. Alors, sur Comet, oui, mais pas sur Nemu. Et après, sur des dossiers, en fait, pour les auteurs. Et aussi sur de la communication. Aussi, je fais quelques petits flyers, des choses comme ça. Ok. Bon, en tout cas, encore merci d'avoir répondu positivement donc, à mon invitation. Car je dois avouer que j'étais très heureuse quand tu as accepté. Car ton profil, il colle parfaitement au concept de ce podcast. À savoir donner vraiment toutes les clés aux auteurs débutants pour publier leurs histoires. Et comme toi, ton métier, ça consiste vraiment à accompagner les auteurs pour élaborer leur dossier de bande dessinée, tu as un regard assez avisé sur ce qui se fait, ce qui plaît ou ne plaît pas dans un dossier de bande dessinée. Oui, car aujourd'hui, on va parler vraiment essentiellement que bande dessinée, puisque je rappelle, tu es éditrice bande dessinée et pas roman et pas album jeunesse. Voilà, c'est ça. Parenthèse, parce que le public fait parfois un peu de tout. Mais là, on va parler exclusivement de bande dessinée. Et j'en viens en fait à ma première question. Toi, en tant qu'éditrice donc, de BD, quand tu reçois un dossier BD, qu'est-ce que tu attends à avoir à l'intérieur ? Alors, il y a quand même... C'est assez codifié quand même, il y a des choses classiques. Donc, déjà, le petit résumé qu'on présente. Donc ça, c'est vraiment la première page où il faut donner envie à l'éditeur de lire le dossier.
Ensuite, il y a le synopsis, il y a la présentation des personnages, voilà, des croquis. Ensuite, il faut une séquence de bande dessinée, donc on va dire une dizaine de pages, avec des planches finies et des planches qui peuvent être encore du storyboard. Parce que, voilà, alors je ne sais pas si tout le monde sera... tous ceux qui nous écoutent sont vraiment au fait du dossier de bande dessinée, mais donc c'est vraiment un projet en fait qu'on propose aux éditeurs. Donc c'est pas le projet terminé. Donc c'est un peu différent, notamment des manuscrits qui eux, généralement sont terminés, ou du moins la première version. Donc là, c'est vraiment donner une idée de ce que va être le projet final. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même des planches finies. Mais comme tout l'album n'est pas fait, on peut envoyer des storyboards. Et ensuite, on peut rajouter une note d'intention, donc qui permet de se présenter un peu et de donner de faire passer aux éditeurs en fait quel message on veut transmettre avec sa bande dessinée. Donc tout ça, il faut globalement mettre à peu près tout ça dans les dossiers, mais les maisons d'édition ont parfois aussi des critères particuliers, donc il ne faut pas hésiter à bien vérifier avant. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a un ou plusieurs éléments qui sont vraiment plus importants que d'autres dans un dossier? Le synopsis, c'est quand même essentiel pour connaître l'histoire. Donc le synopsis, c'est vraiment le résumé intégral, donc vraiment du début à la fin de l'histoire. Donc ça, c'est, on va dire, quand même l'élément central pour connaître le projet. Et ensuite, les planches. Ça, c'est vraiment décisif pour savoir déjà quel est le style de l'auteur et si il maîtrise, on va dire, le support de la bande dessinée et qu'il sait raconter une histoire avec. Parce qu'on n'est pas... on peut savoir bien dessiner et pas forcément bien raconter. Donc, c'est vrai qu'avoir des planches où on peut lire quand même un petit peu, c'est vraiment essentiel. D'accord. Là, ce podcast, il s'adresse aussi... même en particulier en majorité aux scénaristes, puisque la plupart des personnes qui me suivent sont des personnes qui sont auteurs, autrices, scénaristes. Est-ce que toi, quand tu lis un dossier, est-ce que tu regardes en premier, c'est ce que j'ai entendu dire, qu'on regarde en général un peu plus le dessin, et si le dessin il est OK, après on s'attaque au scénario. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais. Oui, c'est quand même plus... en fait, disons que c'est un peu comme dans... on va dire tous les genres, c'est que il faut faire un premier tri. Il n'y a pas vraiment le choix quand on reçoit des centaines de dossiers. Il faut pouvoir faire un premier tri. Et c'est vrai que au niveau dessin, quand on le voit tout de suite, si la personne elle n'est pas encore prête à être publiée, et ça forcément ça va être rédhibitoire. Après, si il y a un scénariste et un dessinateur, si on a vraiment la curiosité d'aller lire quand même le scénario à ce moment-là. Peut potentiellement après changer de dessinateur mais c'est vrai que c'est forcément le dessin qui va attirer en premier selon moi, ouais. D'accord, ok. Tout à l'heure tu disais que synopsis et planche de bande dessinée c'est selon toi les éléments les plus importants d'un dossier. Est-ce que toi tu préconises un ordre spécial dans ce dossier éditeur ou pas? Moi je préfère avec les bandes dessinées au début quand même. Comme ça, on est directement plongé. Et on a moi, j'aime bien quand même que ce soit le début de l'histoire. Comme ça, l'éditeur, il a vraiment la première approche comme quelqu'un qui va ouvrir la BD, et où il peut commencer quand même à lire comme s'il lisait la bande dessinée et voir ce que ça donne. Et ensuite, avoir le synopsis. Après, c'est pas forcément mauvais de faire l'inverse. Moi, c'est ma préférence, on va dire. En général, aux personnes que je coach et tout, moi, parfois, je leur préconise alors pas forcément de mettre une couverture, parce que de toute façon, les couvertures, c'est un élément commercial, que ce soit forcément l'éditeur qui va la choisir. Et en général, moi, je trouve que ça peut porter un peu à préjudice. Toi, t'en penses quoi là-dessus? D'accord. C'est vrai que oui, je peux comprendre cet argument. Moi, c'est vrai que j'aime bien le faire quand même. Pour se projeter, en fait, souvent, moi, ce que je mets quand je fais les mises en page des dossiers, c'est que j'aime bien mettre des petits mock-ups des livres avec la petite couverture, quoi. Je trouve que ça donne aussi, ça montre aussi que l'auteur a réfléchi peut-être un peu au format, etc. Même si après, c'est des choses qui peuvent évoluer. Ça montre quand même qu'on a pensé son projet entièrement, quoi. Donc, moi, c'est vrai que j'aime bien. Après, je comprends. Et forcément, l'auteur est prévenu que ça va forcément changer. Enfin, il y a peu de chances que ce soit vraiment ça au final, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien et que je fais, ouais.
Ah oui, je vois l'idée du mock-up, c'est pas mal. Mais tu le mets à quel moment? Donc cette mise en scène du mock-up, tu la mets où? Moi, je fais une première page, en fait, où donc il y a le petit mock-up et il y a vraiment la présentation du projet avec le petit pitch et tous les éléments, voilà, le nombre de pages, le format. Donc vraiment tous les éléments, le petit résumé quoi, de tout le projet pour faire une espèce de petite couverture comme ça avec tout, première page quoi, du dossier. D'accord. Donc, si on résume, donc, tu as ton dossier. Première page, c'est pas la couverture en pleine page, c'est vraiment une sorte... Voilà. D'accord. C'est okay. ça. Parce que ce que je vois souvent, c'est des personnes qui mettent une couverture en pleine page et hop, dossier en fait qui vient après. D'accord. Donc toi, tu préconises plutôt une première page avec le mock-up, les résumés. C'est ça. Est-ce que toi, dans ce que tu proposes à ceux que tu suis, un peu une fiche de projet, c'est-à-dire où dedans tu mets tous les éléments, par exemple la thématique, la tranche d'âge, etc., le genre, etc. Oui, en fait, je fais un Google Doc avec un petit tableau avec tout ce qui va me falloir, en fait, comme moi, c'est moi qui fais la mise en page. Voilà, tout ce qui est la thématique, le genre, le public, le nombre de pages, si c'est un one-shot ou est-ce qu'ils envisagent plusieurs tomes. Voilà, s'ils ont une idée un peu du format, c'est plutôt un A5 ou un peu plus grand. Même si, voilà, c'est des choses qui peuvent évoluer quand même, mais bon, c'est bien de savoir comment l'auteur a imaginé son projet. Donc, je fais ça et ensuite, je fais dans le Google Drive, je mets plusieurs dossiers avec les recherches, les planches finies, des choses comme ça, des illustrations. Comme ça, après, moi, je peux piocher dedans. Et ensuite, on écrit... donc, l'auteur écrit son synopsis, ses résumés, enfin, tous les textes qu'il va y avoir. Et ensuite, moi, je travaille avec lui sur ces textes pour qu'il soit le plus efficace possible au moment de... Voilà, quand l'éditeur lira le dossier, quoi. Parce que là, tu parles de Google Drive, de Google Doc et tout. Donc, ce sont différents dossiers qui vont te permettre ensuite de faire le dossier final. Voilà. Et là, le dossier final, donc tu proposes cette page de garde avec mock-up, résumé, un peu fiche d'identité. Ensuite, vous faites les planches, c'est ça? Vous mettez les planches, le synopsis. Et après, toi, tu mets quoi ensuite? Il y a donc la présentation de l'univers. Bon, si c'est de la fantaisie, de l'imaginaire, ou qu'il y a un contexte particulier, et présentation des personnages. Moi, j'aime bien aussi faire un peu des fiches personnages où vraiment, même si ça va pas forcément être dans la BD, ça permet du moins pas forcément développer, mais ça permet de montrer qu'on a quand même vraiment pensé ces personnages et qu'on les connaît. Vraiment, c'est pour les rendre les plus authentiques possibles, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc, du coup, il y a toute une présentation des personnages. D'accord, ok. Et aussi, on peut rajouter, s'il y a plusieurs tomes, des résumés des autres tomes, si on a une idée. Alors là, pas comme le grand synopsis, mais plutôt, voilà, tome 2, j'aimerais qu'il se passe ça, et tome 3, j'aimerais que ce soit ça, histoire de voir jusqu'où l'auteur veut aller dans son récit complet, quoi. S'il y a des suites, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, il faut vraiment que l'auteur y mette la fin qu'il a imaginée. Ouais, c'est important. Ça. D'accord. Toi, parce que tu as dû voir plusieurs dossiers, est-ce que tu vois des erreurs qui reviennent tout le temps, des erreurs fréquentes dans les manuscrits? Alors, moi, dans les erreurs, je dirais que c'est... Alors, du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé donc, avec des jeunes auteurs, et c'est plutôt au niveau du format, étonnamment, que je vois vraiment... Enfin, du moins, c'est ce qui rebute en premier. C'est... je reçois des fois où le dossier, c'est des éléments séparés dans le mail, par exemple. Il y a le texte dans le corps du mail et après, c'est des éléments en plus. Ça, c'est un peu rédhibitoire parce que du coup, à traiter, c'est vachement plus compliqué. Et puis, on ne s'y retrouve pas forcément. Ça, c'est vrai que c'est vraiment pas l'idéal. Et la qualité aussi. Moi, j'ai déjà reçu des photos, des planches. Alors, je sais qu'on n'a pas tous le matériel pour scanner, etc., et que c'est pas forcément simple, mais essayer de quand même un minimum retoucher pour que ça soit quand même lisible, pas flou. Voilà. Je sais que des fois, j'ai quand même reçu des choses comme ça, c'est pas l'idéal. C'est pas forcément des choses auxquelles on s'attend, mais oui, effectivement, il y en a. Après, c'est d'avoir des dossiers qui sont pas complets.
vraiment, soit avec, des fois, sans planche, ou avec vraiment juste des petits croquis. Alors, bien sûr, on présente des projets, pas la BD terminée. Donc, bien sûr, je peux comprendre qu'il n'y a pas tout l'album. Mais c'est vrai que des fois, oui, du moins, par exemple, pour Nemo, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est des petites histoires de 15 pages. Et c'est vrai que parfois, on a reçu des choses où on n'a pas de planche finie du tout, même d'anciens projets. Et là, on ne peut pas vraiment dire si la personne, c'est bon ou pas ce qu'elle a fait. Après, je pense que dans un cadre d'une bande dessinée pour les maisons d'édition, je pense que c'est quand même un peu différent et qu'il y aura moins ce problème-là. Mais ouais, après, qu'il manque des choses dans les dossiers, ça c'est assez courant. Et aussi, là, pour le coup, dans le synopsis, l'envie de faire du mystère, ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Mais il ne faut pas faire de mystère avec les éditeurs quand on leur propose un projet. Il faut leur expliquer. En fait, c'est vraiment factuel, le synopsis. On explique l'histoire de A à Z, tout ce qui s'y passe. Il n'y a pas de place pour le mystère à ce moment-là. Ce sera pour le lecteur plus tard, mais l'éditeur, lui, il a besoin de connaître tout et savoir si l'histoire est bien construite, s'il comprend tout. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter de faire. Il y a le petit pitch au début, là, pour donner un peu plus de mystère, mais voilà, pas après. D'accord. Je rebondis tout à l'heure sur ce que tu disais sur les planches. Tout à l'heure, j'avais entendu, tu disais une dizaine de planches à proposer. Alors, moi, c'est vrai que dans les dossiers que je fais, j'en fais jamais 10. Alors, avec le dessinateur ou la dessinatrice avec lequel je travaille, puisque moi, je suis que scénariste. Mais nous, en général, on en fait à peu près 5. 10, c'est la première fois que j'entends ce chiffre. Alors, on va dire, dans les 10, c'est quoi le ratio de planches crayonnées, de planches encrées et en couleur à peu près? Moi, je dirais 3-4 planches finies complètement, quoi. Après, voilà, le reste, ça peut être du storyboard. Après, c'est vrai que 10, c'est un peu le maximum. On peut quand même en mettre moins. L'idée, je trouve, c'est quand même d'avoir une petite séquence qui se lie. Pas juste d'avoir... Ça aussi, c'est vrai que c'est peut-être, j'aurais pu le dire, c'est une erreur de mettre des planches qui sont un peu partout dans l'album. Genre, ah ouais, j'ai fait une planche 25, 30. Moi, je trouve que c'est moins parlant parce qu'on peut pas lire véritablement. Je trouve que c'est bien de pouvoir lire quand même une petite séquence qui montre comment l'auteur sait raconter son histoire, encore une fois. Ça, c'est important. Donc, 10, c'est le grand max que tu disais. Toi, tout à l'heure, j'ai entendu, tu te préfères quand c'est le début de la bande dessinée, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, je trouve que c'est plus... j'aime bien l'idée que l'éditeur découvre comme si tu lisais la BD vraiment comme la première fois, quoi. Donc, c'est pour ça. Après, ça, c'est un goût un peu personnel. Donc, ça, après, c'est pas du tout obligatoire. S'il y a un autre moment qui est plus... que l'auteur trouve plus intéressant, ou peut-être qu'il va montrer un élément de son univers ou quoi, évidemment, on peut aussi choisir un autre moment, ouais. D'accord, parce qu'en effet, le début est en général assez introductif. Est-ce que tu penses que certains éditeurs qui, au contraire, eux, recherchent une séquence qui est plus dans l'action, où ça bouge, qui permettrait de voir, on va dire, la façon dont le dessinateur va storyboarder, la façon dont le scénariste va mettre en scène, en fait, tout ça? Ouais. Oui, c'est sûr que oui, pour peut-être les albums où c'est on va dire, dans ces genres-là, effectivement, oui, c'est vrai que ça peut être bien quand même de montrer des scènes d'action. C'est vrai que ça dépend vachement du projet et de comment on veut le présenter, en fait. C'est vrai que y a des choses générales, mais il faut toujours l'adapter quand même à son projet et à ses... Peut-être, oui, si l'auteur pense que cette scène-là est plus intéressante, il vaut mieux la mettre, bien sûr. Après, c'est vrai que l'avantage de commencer par le début de l'histoire, ça permet de montrer à l'éditeur que le rythme est déjà bon dès le début et qu'on n'est pas dans quelque chose... Puisque, en effet, le début, on pose un peu le contexte, mais il y a aussi des bandes dessinées qui commencent directement dans l'action. Et c'est vrai que ça peut permettre de montrer que voilà, on n'a pas 10 pages, on dort, en fait, ce qui représente presque un cinquième de la bande dessinée, en fait. Ouais, ça peut être intéressant, c'est vrai. Ok, d'accord. Oui. Et puis c'est vrai que du coup, si ce début-là est pas pertinent, ça peut aussi, alors en mal, mais aussi montrer comment peut être la BD par la suite. Et c'est vrai que si ça commence mal, c'est pas forcément engageant, quoi. Et pour un
Un scénariste qui débute un peu en bande dessinée, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, on va dire, pour son premier projet, ou en tout cas pour se donner toutes les chances d'être édité? Est-ce que ce serait plutôt des personnages qui vont être travailler sur les personnages? Qu'est-ce que toi tu recommandes? Moi, ce que je recommande en général, après c'est pas forcément valable pour tout le monde, encore une fois, mais c'est de faire des projets pas forcément trop compliqués et pas trop personnels. Par exemple, de ne pas forcément se lancer dans un bouquin de 300 pages. Ça, c'est quand même un gros boulot et je pense que c'est pas forcément l'idéal pour un premier bouquin. Donc, je dirais de faire des choses plutôt courtes quand même, ou du moins pas trop long. Et éviter peut-être le côté trop personnel ou du moins quelque chose, un projet dans lequel on va s'investir énormément parce que c'est pas dit que ce soit publié et ça peut-être réduit un petit peu la déception qu'il peut y avoir. Et au début, peut-être comme les auteurs doivent quand même tenter plusieurs fois, peut-être travailler sur plusieurs projets en parallèle et pas s'attacher forcément à un en particulier pour, en tout cas, commencer à se lancer. Je trouve que c'est peut-être le mieux. Après, évidemment, il y a des gens qui démarrer directement avec des gros projets et qui s'en sont très bien sortis. Mais ouais, moi, c'est plutôt ça que je recommande en général. Ouais. Est-ce que tu as des petites astuces pour quand on est scénariste? Il y a quelque chose qui est très compliqué en bande dessinée. C'est le seul format, en tout cas, où on est obligé d'avoir un binôme. Un scénariste ne peut pas, contrairement à un album jeunesse où là, on peut postuler, on peut envoyer ses textes tout seul. En roman, là, forcément oui. Et en BD, on est obligé d'être accompagné. Et c'est vrai que c'est assez frustrant et assez compliqué de trouver aussi un dessinateur. Toi, tu connais des petites astuces pour trouver un dessinateur? Qu'est-ce que tu ferais, toi, par exemple? Ouais, ça, c'est une question qui est quand même... qui revient beaucoup, où on me l'a souvent posée. Et c'est vrai que c'est un peu difficile. Alors moi, pour le coup, je connais plus de dessinateurs que de scénaristes. Donc... Ça m'est arrivé, j'avais fait un petit reel sur Instagram pour essayer d'aider des gens à se rencontrer. C'est vrai que j'avais envie de développer un peu ça pour essayer de faire se rencontrer scénaristes et dessinateurs. Parce que c'est vrai que c'est pas facile et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vraiment d'astuces, à part avoir le courage d'aller demander et démarcher les dessinateurs qu'on aime bien. C'est vrai que faut toujours essayer. Après, on a les réponses. On aura forcément une réponse, même si c'est négatif. Au moins, il faut essayer. Après, je sais que, du moins pour ceux qui ont fait des écoles aussi, c'est vrai que ça aide bien à rencontrer des gens et faire des duos. Et c'est vrai que c'est pas... Oui, c'est quelque chose qui est compliqué. Et j'aimerais bien aussi pouvoir contribuer un peu à ça pour aider les auteurs qui cherchent un partenaire. De toute façon, je mettrai tous tes liens dans la description donc, du podcast, de la vidéo YouTube, puisque ça sortira également sur YouTube. Donc voilà, si tu développes ce côté-là, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui seraient, surtout des scénaristes, qui seraient très contents. C'est vrai que parfois, ça peut être une vraie galère. Ouais. Donc toi, ton boulot, donc, c'est que tu reçois donc, des manuscrits d'auteurs indépendants, en tout cas, qui veulent, des scénaristes et des dessinateurs qui sont en binôme et qui veulent faire un dossier bande dessinée. Donc tu les accompagnes pour qu'ils améliorent leur dossier, si j'ai bien compris. Et est-ce que toi, tu les accompagnes ensuite pour chercher les éditeurs? Alors, moi, pour l'instant, pour chercher, on va dire, les maisons d'édition, ça oui. J'aide à trouver quelles maisons d'édition correspondent à leur projet, par exemple. Mais je démarche pas pour eux, pour l'instant. Alors moi, je fais je suis éditrice freelance, mais d'une façon peut-être un peu différente de ce qui se fait et de ce qu'on connaît du métier, parce que les éditeurs freelance, en général, ce sont des apporteurs de projets aussi, qui cherchent des projets, qui en découvrent, qui les apportent aux maisons d'édition et qui les font signer par les maisons d'édition. Et une fois qu'ils ont été signés, ils suivent le projet avec l'auteur, avec la maison d'édition, jusqu'à l'impression. Donc, c'est un peu cette double casquette. Moi, pour l'instant, j'en suis pas encore là. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à l'avenir aussi, pour aider et soutenir encore plus les auteurs que j'apprécie et auxquels je crois. Et des projets que j'aimerais défendre. Ça, c'est quelque chose vers lequel je vais aller aussi
bientôt, j'espère. Mais oui, on peut faire ça. Moi, déjà, ce que je fais, c'est que j'aide dans les démarches, vraiment, trouver les maisons d'édition, faire les mails. Tout cet accompagnement-là, j'essaye de le faire déjà pour les aider au maximum. Ouais. D'accord. Et tu conseilles d'aborder comment les éditeurs? Toi, déjà, la première question, numérique ou papier? Numérique, la plupart du temps quand même, parce que... Après, ça dépend. En vrai, il y a des maisons d'édition qui préfèrent papier. Donc, ceux-là, bien sûr, il faut l'envoyer en papier. S'il n'y a pas d'indication, plutôt en numérique. Et après... Sachant qu'en plus, ça coûte quand même relativement cher d'imprimer, d'envoyer, etc. Moi, c'est vrai que ce que je fais, c'est que par exemple, les dossiers, je les fais au format numérique direct, donc format paysage, pour que ça s'adapte aux écrans directement, quoi. Je trouve que c'est plus agréable. Après, par exemple, là, un des auteurs avec qui j'ai travaillé allait démarcher aussi en salon. Du coup, je lui ai fait une version miniature de son dossier en petit format A5 que pour le coup on a imprimé et qu'il a pu emmener avec lui. Alors il n'y avait pas tout, il y avait quelques planches et il y avait le QR code avec du coup qui renvoyait au dossier. Donc ça, je trouvais que ça pouvait être un petit truc sympa. Donc lui, il a réussi à démarcher quelques éditeurs comme ça. Là, pour le coup, ça s'était fait avec celui-là. C'est pas forcément toujours le cas et possible, mais comme c'est quelqu'un qui voulait démarcher, ça c'est quelque chose qu'on peut faire, aller démarcher en salon. Alors, pour les grandes maisons d'édition, pas trop, parce qu'en généralement, ce sont des libraires qui sont sur place. Des fois, il y a des éditeurs, mais en général, ils naviguent dans les festivals, ils ne sont pas sur les stands. Par contre, chez les éditeurs indés, il y a beaucoup plus de chances de rencontrer les éditeurs directement sur leur stand. Donc, ça peut être aussi une bonne manière déjà de les rencontrer, de se présenter. Ça, c'est quelque chose que je conseille aussi de faire, notamment sur les premiers jours des festivals. Le jeudi, le vendredi, quand, par exemple, à Angoulême. Et du coup, ça permet de rencontrer, quand il n'y a pas trop de monde, de parler et pouvoir vraiment avoir le temps de discuter. Ça, c'est un bon moyen. Après, il y a aussi les speed dating, comme les speed dating pour les dossiers. Ça se fait à Lyon. Je crois qu'il y en a aussi à Quai des Bulles. Il y a plusieurs salons comme ça où on peut s'inscrire et rencontrer des éditeurs. Je l'ai déjà fait à Lyon pour Nemu et... C'était bien passé, c'est sympa, ça permet de rencontrer. Et pour le coup, on est vraiment en contact avec les éditeurs qui prennent vraiment le temps de discuter. Il y en a plein de différents. Donc ça, c'est aussi un moyen de présenter ses projets. D'accord. En plus, j'ai bien aimé ton astuce avec le dossier format A5 QR code. Là, c'est pas mal. En plus, c'est vrai que maintenant, tout le monde sur son téléphone, enfin tout le monde, en tout cas, on a facilement l'option pour lire les QR codes. C'est pas bête, ça. D'accord. C'est ça, ouais. Et en festival, donc tu as cité le Lyon, Quai des Bulles, Angoulême. Tu en vois d'autres ou pas? Il y a Blois aussi. D'accord. Celui de Blois et celui de Colomiers. Ça, c'est à côté de Toulouse. Donc ça, c'est plutôt Colomiers, c'est plutôt indé. C'est les plus grands quand même qu'il y a. Après, sur Paris, il y en a aussi. Il y en a en Suisse. Il y a celui d'Amiens aussi, je crois, qui est assez grand. Mais je ne suis jamais allée à celui-là. Je ne suis jamais allée à Quai des Bulles non plus. Saint-Malo, c'est loin. Oui, moi, je suis pas loin, donc c'est celui que je connais le mieux. Mais j'ai entendu parler de Bruxelles, qui était assez gros. Alors, c'est pareil, ça peut faire une petite trotte, mais si on est en région parisienne, en train, c'est encore faisable. Ouais. Là, j'ai la question qu'on me pose et que moi, je me suis beaucoup posée. Est-ce que en maison d'édition, tous les dossiers sont lus à ton avis? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons d'édition où tu envoies des dossiers et tu sais pas où est-ce qu'ils vont. Est-ce que ton avis, tout est lu ou pas? Alors moi, du coup, j'ai pas travaillé dans des très grandes structures et c'est vrai que honnêtement, je ne pense pas que tout soit lu. Mais comme je disais, les gens regardent les dessins et si ça passe pas au niveau des dessins, à mon avis, c'est pas lu. Malheureusement, c'est vrai que c'est un peu c'est frustrant et difficile, même quand on n'a pas envie de le faire. Mais quand on a 50, 60 dossiers à lire, on n'a pas le temps, malheureusement. Et même après, si on peut faire au moins si déjà on a des petits retours, c'est bien. Et j'essaye. Moi, j'ai encore les dossiers que je reçois, ça reste. J'en ai, par exemple, pour Comet, j'en ai une trentaine quand même. Donc, faut quand même tous les lire. Il faut faire des retours à chacun. Et pour le coup, j'essaye au moins d'écrire 2-3 phrases sur des choses à améliorer ou pourquoi est-ce que ça n'a pas été sélectionné. Mais à grande échelle, c'est impossible.
c'est beaucoup trop. Et je sais que c'est frustrant et pour les auteurs, c'est pas l'idéal. Avoir un retour, c'est quand même super intéressant pour pouvoir s'améliorer et faire mieux la fois d'après, quoi. Mais c'est pas toujours faisable, malheureusement. Et je crois j'arrive un petit peu à la fin des questions, mais j'avais envie de te poser la question. Pour toi, en ce moment, comment tu vois le marché? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un auteur débutant a plus de chance ou moins de chance qu'avant? Est-ce que... comment tu penses qu'aujourd'hui, si on se lance en bande dessinée, c'est difficile ou c'est faisable? Je pense que c'est quand même difficile. Alors moi, c'est vrai que je suis quand même encore jeune sur le marché de l'édition. Alors, je peux pas forcément comparer avec peut-être il y a 20 ans ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est forcément compliqué à partir du moment où il y a de plus en plus de nouveautés chaque année et de plus en plus de gens qui veulent faire de la BD. On voit le nombre d'écoles, etc., qui a énormément augmenté et de gens qui veulent vraiment faire ça. C'était démocratiser quand même le métier d'auteur. Mais il n'y a pas cette place déjà pour ceux qui y avaient avant. Alors aujourd'hui, il y en a encore plus. Donc, je pense qu'il faut quand même essayer, bien sûr, et il faut tout tenter. Mais c'est sûr que je pense que les places sont encore plus précieuses qu'elles ne l'étaient avant. Mais après, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, même des auteurs qui ont déjà été publiés. S'ils n'ont pas un très, très bon projet, c'est pas forcément dit non plus que ça passe pour le suivant. Donc, forcément, ça va être toujours plus dur pour un auteur qui n'est pas connu et qui démarre, mais je pense que c'est quand même... faut essayer. Non, en fait, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, à moins d'avoir un nom qui vend, en général, c'est plus facile. Mais même si on a déjà publié, en général, on n'a pas forcément un nom tout de suite. Il y a plein d'auteurs qui ont publié. Moi, par exemple, j'ai pas un nom qui vend, même si j'en ai fait plusieurs. Et c'est pas pour autant que c'est plus simple pour moi. Si mon projet il est nul, il y a les auteurs débutants qui auront un très bon projet et ils passeront avant moi. Voilà. Donc c'est vraiment le projet qui va faire que les gens passent ou passent pas en fait le comité de lecture. Oui. Ouais, d'accord. Bon, super, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présente pour cette invitation. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur Jeanne, sur ce qu'elle fait, ses réseaux, son site internet, je mettrai tous les liens dans la description. Et puis, écoute, merci encore pour ces chouettes astuces. Mais en tout cas, là, le coup du mock-up et du QR code, j'ai noté. Je les connaissais pas, donc c'est super chouette, merci. Merci à toi de m'avoir invité, c'était chouette. Et puis j'espère que ça aura peut-être aidé quelques auteurs. Voilà. Super. Eh bien, écoute, à bientôt. Oui, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce dernier. Ça m'aide beaucoup pour mon référencement. Je vous remercie d'avance. Et si vous avez envie de vous former ou d'être coaché pour aller plus loin dans le processus d'écriture, pour apprendre à optimiser vos envois aux éditeurs ou pour gérer votre communication d'auteur, eh bien, je vous propose des formations et des coachings. C'est sur mon site internet, c'est dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.